Et mon nom est Sébastien Courtois, je suis avocat au barreau de Bruxelles et j'ai non seulement eu la charge mais surtout l'honneur de défendre monsieur Raphaël Gendron et monsieur Abdelrahman Ayachi dans le cadre d'un procès qui leur était intenté d'une part pour infraction à la loi réprimant le négationnisme du génocide juif et d'autre part incitation à la haine raciale et plus particulièrement l'antisémitisme. Nous avons donc obtenu l'acquittement pour 7 préventions sur les 8. Alors si vous voulez, je peux vous les exposer en essayant d'être le plus schématique possible. Alors la première prévention qui était retenue à la charge de messieurs Gendron et Ayachi était la suivante. Ils avaient en fait diffusé sur le site Assabil une vidéo qui n'était pas en fait de leur propre réalisation, qu'ils avaient repris eux-mêmes sur Internet, c'est en fait une vidéo du Hezbollah. Alors sur cette vidéo, on voyait monsieur David Lévy, à l'époque ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, qui était comparé au moyen d'un montage technique assez bien fait, assez impressionnant, à Adolf Hitler. Et on voyait donc la gestuelle, les mimiques, le contenu du discours qui était comparé et analysé. Et à un moment, il y avait une sorte de chant américain qui allait de plus en plus, qui s'éloignait de plus en plus. Et on voyait en fait les images de David Lévy et d'Hitler réunis dans une svastika, donc dans une croix gammée. Et alors, par je ne sais quel truchement, en tout cas à mon avis par une grande malhonnêteté, le Centre pour l'égalité des chances a dit que c'était du négationnisme. Et en clair, le raisonnement était le suivant. Quand vous comparez quelqu'un à Adolf Hitler, forcément, comme à part Adolf Hitler, il n'y a pas pire dans l'histoire de l'humanité. Donc, quand vous comparez quelqu'un à Hitler, eh bien, vous réduisez les crimes d'Hitler. Ça, c'est ce que disait le premier jugement. Ce qui est évidemment d'une bêtise insigne, parce que quand vous comparez quelqu'un à Hitler, il est certain que vous ne voulez pas justifier Hitler, mais vous voulez dire du mal de la personne que vous comparez à Hitler. Si vous voyez une petite vieille qui se fait agresser dans la rue et que vous criez à une personne espèce de nazi, c'est pas dans l'intention d'aller dire qu'en réalité Adolf Hitler était un brave type. C'est évidemment pour dire que l'agresseur est une crapule. Et nous avons donc été suivis, c'est évidemment en 2 lignes expliquées, c'est en 2 lignes ici expliquées des conclusions qui au total faisaient 230 pages et qui donc ont été suivies point par point par la Cour d'appel. Et je tiens à dire, parce que c'est important que les personnes de la communauté musulmane le sachent, la Cour d'appel a textuellement dit dans son arrêt qu'en faisant ce montage, les prévenus non seulement n'avaient pas fait de négationnisme, mais au contraire avaient voulu dénoncer l'horreur du génocide des Juifs par les nazis, de 1, et de 2, effectivement, l'horreur de ce qu'on peut appeler effectivement également un génocide commis actuellement dans les contrées palestiniennes par l'occupant israélien. Eh bien, en réalité, il y avait une prévention qui se dédoublait en 6 sous-préventions d'incitation à la haine raciale. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a donc 2 grandes lois qui répriment les libertés, qui ont été votées soi-disant pour le bien de la société, mais qui en fait sont des outils de censure. C'est la loi qui réprime le négationnisme du génocide juif, qui est une loi de 95. Et puis il y a la loi Moureau, dont tout le monde a entendu parler, qui est en fait une loi de 1981 et qui réprime l'incitation à la haine raciale. Et dans ce cadre-là a été institué le Centre pour l'égalité des chances, qui est en fait le grand Manitou qui est chargé de dire quand, oui ou non, il y a eu incitation et à vous traîner devant le tribunal. Résultat des courses, monsieur Gendron, qui était un brave comptable qui ne faisait de mal à personne, le Centre pour l'égalité l'a traîné en justice et monsieur Gendron a tout perdu. Pendant 6 ans, il s'est fait traiter de nazi dans tous les journaux, dans tous les prétoires, par tout le monde et n'importe qui, et surtout ceux qui n'avaient jamais ouvert une page du dossier. Alors, ce qui est commode avec l'incitation à la haine raciale, c'est que vous pouvez y mettre un petit peu ce qui vous arrange et ainsi réprimer la liberté d'expression, et c'est ce qui s'est passé dans ce dossier. Donc, vous vous souviendrez que pour la prévention de négationnisme, il était question d'une vidéo qui comparait Adolf Hitler, ou plutôt David Lévy à Adolf Hitler. Eh bien, pour l'incitation à la haine raciale, on a retenu la même vidéo en disant, quand vous comparez David Lévy à Adolf Hitler, vous incitez à la haine envers le peuple juif.
premier étudiant qui a fait 3 cours en première candidature droit ici en Belgique, c'est qu'il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui permet d'attaquer, même violemment et surtout violemment, des régimes, des États, des politiques gouvernementales. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Alors évidemment, quand on dit qu'Arafat est un pourri, quand on dit que le Hamas c'est une assemblée d'égorgeurs, il n'y a aucun problème. La liberté d'expression est là pour sauvegarder vos droits. Mais si vous touchez à l'État d'Israël, vous vous retrouvez évidemment devant les tribunaux. Donc ça, c'était la première prévention. Alors, en première instance, nous avons été condamnés du chef de cette accusation au terme d'un procès stalinien, c'est-à-dire quelle que soit la pertinence de vos arguments et la bêtise des arguments de l'adversaire, vous voyez déjà, avant d'avoir pu terminer votre plaidoyer, que vous êtes condamné. Par contre, devant la cour d'appel, nous avons eu droit à des magistrats de haut vol, et il faut le dire, c'est aussi le mérite et de notre pays et la beauté de notre système, c'est que en haut de la pyramide, il y a des gens compétents qui vous jugent. Et donc la cour d'appel, en des termes laissant place à aucun équivoque, a bien dit qu'il s'agissait là d'une simple émanation de la liberté d'expression qui certes pourra choquer certaines personnes, mais qui n'est nullement répréhensible et qui ne tombe en tout cas pas sous le coup de la loi pénale. Maintenant, il est clair qu'il y avait une provocation. Quand vous comparez le régime israélien au régime nazi, c'est pour provoquer. Mais ce n'est pas parce que vous provoquez que vous avez spécialement tort. D'ailleurs, beaucoup de gens ont suivi l'exemple de mes clients et font cette comparaison avec les nazis, mais ils ont la chance, voyez-vous, de ne pas être musulmans. Et donc, ils ne sont pas poursuivis. Et avez-vous eu des pressions ? Mais écoutez, en fait, je n'ai pas eu peur d'être menacé parce que je suis naïf. Je pensais donc qu'en venant plaider honnêtement, avec honneur, la cause de mes clients et en m'appuyant sur les principes juridiques qui sont enseignés dans les facultés de droit, eh bien que soit on triompherait, soit on succomberait, mais qu'en tout cas on serait considéré avec le respect auquel on a droit tant qu'on est présumé innocent. Quand je vous dis que je suis naïf, je suis en fait très bête parce que avant même d'avoir pu entamer la première ligne de plaidoirie, nous avons eu droit, j'ai eu droit personnellement, parce que mes clients à ma connaissance n'ont pas été menacés, mais moi j'ai été menacé de mort à de multiples reprises et j'ai même dû plaider entouré de 4 gardes du corps féminins, donc à quelque chose malheur et bon, de la cellule antiterroriste de la police fédérale. En réalité, les mêmes enquêteurs que ceux qui avaient fait l'enquête contre mes propres clients. Pour vous dire, comme à un certain moment, les choses tournent presque au ridicule. Ça, c'est la première pression. La deuxième pression, c'est que les avocats des parties civiles qui pensaient qu'on allait venir pleurer et supplier pour avoir une mesure de faveur, et nous sommes venus pour accuser ceux qui nous accusaient. Ces avocats-là ont déposé plainte contre moi chez le bâtonnier, en clair pour demander que je sois suspendu du droit d'exercer. Le bâtonnier m'a donné raison, donc là ils ont perdu également. Quand je dis également, c'est parce que l'intimidation des menaces n'a pas marché non plus. Et enfin, le procureur du roi lui-même s'est levé lors de l'audience pour dire que si je continue à plaider de la sorte, il me ferait arrêter et mettre en prison. Bien entendu, il ne s'est pas rendu compte qu'en agissant de la sorte, il n'a fait que me donner envie de plaider 2 fois plus violemment. Et finalement, il n'a pas mis ses menaces à exécution, car il faut savoir que dans le code judiciaire en Belgique, l'avocat a une immunité de plaidoirie. Ce qu'apparemment même le procureur ignore. Ça, ce sont à peu près... je ne vous parle pas évidemment de mes confrères qui font partie d'une certaine communauté qui ont mené des campagnes diffamatoires contre ma personne, mais je m'en moque et je m'en suis plutôt amusé, pour être tout à fait honnête. Voilà, donc à part la double prévention négationnisme qui a été couronnée d'un acquittement particulièrement humiliant pour le Centre pour l'égalité des chances, nous étions donc poursuivis pour 6 sous-préventions d'incitation à la haine raciale. La première étant la vidéo Hitler-Lévy pour laquelle nous sommes acquittés. Deuxième prévention, où à titre personnel, même si juridiquement l'acquittement s'imposait, je suis moi-même étonné que dans notre société nous ayons eu l'acquittement, c'est le texte sur le lobby juif. En réalité, sur le site internet avait été diffusé un texte très dur sur la question du lobby juif.
reprenant une série de techniques du lobby juif pour arriver à la pérennité de l'État d'Israël. Nous avons été acquittés au motif, ici aussi, de la liberté d'expression, alors que le premier juge y avait vu une incitation à l'antisémitisme. Comme quoi ces concepts sont hautement relatifs, vu que d'une personne à l'autre, ils sont interprétés différemment, et que beaucoup dépend des déclarations des prévenus, et je dirais aussi, sans vouloir fanfaronner, du travail de l'avocat, parce que à titre personnel, je pense avoir passé facilement 350 ou 400 heures sur ce dossier, et forcément tous les avocats, étant donné qu'on sait que les clients n'ont pas toujours les moyens, ne le font pas, et c'est ce qui fait aussi l'accès à la justice, la différence entre une condamnation et un acquittement. Alors, autre texte, il y avait deux autres textes qui émanent de savants du monde musulman, qui qualifiaient la façon dont il fallait envisager les non-musulmans. Quel est leur statut, sont-ils dignes d'évoluer aux côtés des musulmans et ce genre de choses. Il y avait là des textes extrêmement durs pour les non-musulmans. Personnellement, je ne suis pas croyant, mais s'il faut respecter les religions comme notre constitution nous y oblige, je peux comprendre qu'on doive accepter ces opinions aussi. Les juges de la cour d'appel, eux, l'ont compris et ont donc également acquitté ces écrits qu'on qualifie d'habitude dans nos contrées d'intégristes ou d'incitant à la haine. Alors la seule prévention, et celle-là est finalement la plus emblématique du choc des civilisations qui nous occupe ici en Occident, la seule prévention pour laquelle nous sommes condamnés est un texte coranique. À titre personnel, j'ai toujours entendu que le Coran n'employait jamais le terme juif explicitement. Et que lorsque certaines personnes prétendaient que le Coran faisait référence aux Juifs, c'était des illuminés, des malhonnêtes et ce genre de choses. Comme il a fallu plaider cela, eh bien j'ai étudié le Coran, ce qui n'est pas chose facile. Bien entendu une traduction parce que quand on défend des musulmans, on est suspect de tout. Une traduction que j'ai trouvée dans une librairie qui a pignon sur rue, à savoir la chaîne Club. Et il y est fait expressément et explicitement référence aux Juifs, alors que le Centre pour l'égalité des chances, qui n'en est pas un mensonge près dans cette affaire, disait le contraire. Donc ils n'ont plus pu prétendre que le Coran ne faisait pas référence aux Juifs. Alors ils ont expliqué qu'en réalité c'était malhonnête parce que les auteurs du site, donc mes clients, avaient pris certains passages et ainsi dénaturé l'esprit du Coran. Alors que quand on prend le Coran, on voit que presque à chaque verset, presque à chaque sourate, on y parle en des termes négatifs des Juifs, ce qui est normal, non pas tellement parce que les Juifs ne seraient pas des gens dignes de qualificatifs positifs, mais parce que comme ils ne sont pas musulmans, il est normal que le Coran ne va pas les féliciter et ne pas suivre les préceptes du Coran. Et donc, le Centre pour l'égalité des chances a dit qu'on avait fait une compilation qui dénaturait le sens du Coran. Nous avons prouvé le contraire, mais nous avons été condamnés quand même. Pourquoi ? Parce que si nous avions été acquittés, cela serait revenu à dire à nos concitoyens belges, il y a ici chez vous des centaines de milliers de musulmans qui croient dans un livre abominable pour les Juifs. Et ça, en termes sociologiques, en termes de confrontation des cultures et de paix culturelle, les tribunaux ne peuvent pas prendre cette responsabilité. Et donc là, par ce qu'on appelle du réalisme politique, la réelle politique, la Cour, par des arguties qui finalement sont inexplicables parce qu'elles ne correspondent à aucune réalité, a tout de même condamné mes clients, mais pour vous montrer à quel point la conviction n'y était pas, à une peine d'amende avec sursis. Voilà, ce procès a dû coûter en euros aux contribuables belges une trentaine de milliers d'euros, tout cela parce que mes clients ont osé dire 2 ou 3 choses sur l'État d'Israël. J'attends toujours qu'un procès ait lieu en sens inverse.
Et je tiens à vous signaler à cet égard que j'ai compulsé l'entièreté de la jurisprudence du Centre pour l'égalité des chances. Les musulmans ont souvent été traînés devant les tribunaux par le centre, les catholiques aussi. Il y a une seule communauté qui a la chance, mais c'est vrai que ce sont le peuple élu. Il y a une seule communauté qui a la chance de n'avoir jamais été traînée par le Centre pour l'égalité des chances devant les tribunaux, c'est la communauté juive, ce dont on déduit soit que c'est la seule communauté qui ne compte en ses rangs aucun extrémiste, soit qu'il y a une discrimination en matière de poursuite, ce qui est d'autant plus grave que le centre est censé œuvrer pour l'égalité des gens. Mais en fait, il ne l'est pas. C'est un centre qui, dans ce procès, n'a cessé de mentir, qui a produit, je tiens à le dire à vos spectateurs, qui a produit un texte qui était censé prouver que mes clients avaient diffusé un certain texte. Je n'entrerai pas dans les détails. Et cette preuve émanait du site SOS France, site contre l'islam et les collabos. Et ce sont ces documents-là qu'a utilisé le Centre pour l'égalité des chances comme preuve contre mes clients. C'est un peu comme si on attaquait la communauté juive devant les tribunaux sur base de documents qu'on a été chercher sur le site du Front National. Je pense que ça ne témoigne pas d'une très grande objectivité. Alors évidemment, le centre étant un centre financé par le gouvernement, ils n'ont pas eu de problème. Si nous avions fait ça, nous aurions été condamnés à des lourds dommages et intérêts. D'ailleurs, en première instance, nous avons été, pour les termes de ma plaidoirie, condamnés à 5 000 € d'amende pour insulte envers le Centre pour l'égalité des chances, condamnation qui a été entièrement effacée par la Cour d'appel parce qu'elle se rendait compte qu'en réalité il n'y avait pas d'insulte, mais que si mes propos étaient durs, qui n'était que la juste retransmission des abominations commises par le centre dans cette affaire. Alors, vous m'avez posé comme question le fait de savoir ce qui finalement reste permis aux citoyens de seconde catégorie que sont chez nous les musulmans. Qu'est-ce qui tombe sous le coup de la loi, qu'est-ce qui ne tombe pas sous le coup de la loi. Alors, première chose, sans provocation, nos amis musulmans doivent savoir qu'ils ont moins de droits que les autres et donc qu'ils doivent faire plus attention qu'autrui à ce qu'ils disent. Maintenant, quels sont les principes strictement juridiques et théoriques? Vous pouvez vous exprimer même dans les termes les plus violents contre un État, contre une forme de gouvernement, contre une politique qui est menée. Ce droit vous est garanti par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'arrêt Handicide. Vous pouvez donc dire, comme l'ont dit mes clients, que la politique israélienne est une politique nazie. J'observerai d'ailleurs en faisant une petite parenthèse que le vice-ministre de la Défense de l'État d'Israël lui-même a dit dans le journal Haaretz, qui a été repris dans le Times et par le journal Le Monde diplomatique, qu'ils allaient déclencher une Shoah dans les territoires occupés. Ce que je n'ai évidemment par esprit de provocation pas manqué de rappeler devant la Cour d'appel. Et donc, si vous traitez l'État d'Israël d'État nazi, vous n'encourez aucune sanction. Telle est très exactement la portée de la décision que nous avons obtenue le 23 janvier 2009 devant la 12e chambre de la Cour d'appel. Ça, vous pouvez le dire. Par contre, vous ne pouvez pas attaquer nommément les Juifs, le peuple en tant que tel. Parce que là, pour le dire en des termes simples, vous jouez l'homme, vous visez l'homme. Vous ne pouvez pas dire sale juif, sale youpin, comme vous ne pouvez pas dire sale marocain ou sale ceci ou sale cela. En clair, la liberté d'expression s'arrête à la liberté de combattre un gouvernement qui vous opprime, mais vous ne pouvez pas attaquer l'être humain en tant que tel, sinon vous tombez sous le coup de l'incitation à la haine raciale. Mais je répète, mes clients ont été acquittés à peu de choses près. Sur 8 préventions, nous sommes acquittés 7 fois et nous avons une ridicule peine d'amende pour le reste. Mais il ne faut pas oublier que pendant 7 ans, on détruit votre vie. Pouvons-nous constater alors qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres dans l'Union européenne? Mais bon, là, nous tombons presque dans la sociologie plus que dans la science juridique. Je ne peux donc être que, comme tout le monde, le témoin de ce que je constate autour de moi. C'est que toutes les personnes qui se sont risquées à s'exprimer sur la question
du conflit israélo-palestinien qui en fait était une occupation pure et simple et un vol de terre pure et simple, toutes les personnes qui se sont risquées à s'exprimer sur le sujet ou à défendre les personnes qui se sont exprimées sur le sujet ont mal terminé. Il faut savoir par exemple que lorsque la presse fait un article sur l'affaire, je suis systématiquement le seul à ne pas être interviewé. Même chose pour la télévision. Donc, parce qu'on ne peut faire passer qu'un seul son de cloche. Alors, voyez, en France, par exemple, il y a un humoriste qui est Dieudonné Balabala, qui, c'est vrai, parfois va, même à mon estime, un peu trop loin, comme ce qu'il a fait au Zénith avec le professeur Forisson. Mais enfin, qui, quand il se moquait du mola Jean-Christophe, faisait rire dans tous les foyers de l'Hexagone. Et lorsqu'il s'est exprimé sur la question palestinienne, finalement, on a essayé de le briser. Mais ce que ces gens-là ne se rendent pas compte, c'est, comme le disait Chateaubriand, plus vous prétendez réprimer la liberté d'expression, plus l'explosion sera violente. Le problème du terrorisme musulman, arabe, intégriste, appelez-le comme vous voulez, c'est que c'est vrai qu'il n'est parfois pas dénoncé par l'ensemble de la communauté musulmane comme on s'y attendrait. Ceci rassurerait beaucoup le monde occidental et éviterait peut-être qu'il y ait cette chasse aux sorcières. Ça, c'est une chose. Ça, c'est du côté occidental, je le comprends. Je suis moi-même occidental, ça ne vous aura pas échappé. Je le comprends fort bien. Mais ce qu'on ne veut pas voir, c'est que du côté arabe, du côté musulman, on leur a tout pris. Leur richesse, le pétrole, enfin vous savez cela comme moi. Et que donc forcément, quand quelqu'un se lève pour résister, il ne va pas le faire en levant le petit doigt. Le temps où les Palestiniens jetaient des cailloux avant de bravement se rasseoir, il est terminé et certains ne l'ont pas compris. Mais écoutez, Alain Finkielkraut, qui est ce philosophe français qui était l'éminence grise de François Mitterrand, qui maintenant est devenu un Israélite pur et dur, à côté duquel les membres du Likoud sont en fait de dangereux gauchistes. Alain Finkielkraut, donc qui n'est pas suspect d'amitié envers les musulmans, dit quelque chose de très très juste. Il dit que l'antiracisme a en fait remplacé le communisme et qu'elle est devenue une sorte d'idéologie monstrueuse qui sert à brimer les libertés et à censurer les gens. Et donc effectivement, on va se servir de l'antiracisme, de la lutte contre le terrorisme pour empêcher les musulmans de revendiquer leurs droits. Alors, bouc émissaire, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans la communauté musulmane de délinquance de droit commun. Ils sont pauvres, ils ont, en général, ce n'est pas quelque chose de blâmable en soi, mais ils ont moins d'instruction parfois parce qu'ils sont dans des écoles poubelles, ce genre de choses. Il est toujours plus facile de devenir avocat quand, comme moi, on est fils de médecin que quand on est fils d'immigré. Bien. Alors, ça me fait penser au macartisme, en fait. On vous accuse de terrorisme et vous êtes déjà foutu. C'est terminé, l'accusation est tellement grave, elle fait tellement peur aux gens que vous ne savez plus vous défendre. Et c'est là l'arme diabolique qui est utilisée par le Centre pour l'égalité des chances, parce que ce n'est pas sans raison que mes clients ont été accusés de négationnisme. Ils ne se sont jamais exprimés sur le génocide juif, pourtant on les a accusés de ça. Ça, c'est la vieille technique sioniste d'accuser les gens de nazisme pour culpabiliser les juges et ainsi les pousser, parce que c'est vrai que ça a été atroce ce qui est arrivé au peuple juif au siècle passé, pour culpabiliser les juges et les pousser à vous condamner. Le premier juge s'était laissé avoir à ce jeu et avait donc condamné, mais devant la cour d'appel, cela n'a pas marché. J'avais dénoncé, pièce à l'appui d'ailleurs, l'appartenance de certaines de ces colombes autoproclamées de la paix à des groupements dont on a pu établir les liens de propagande avec l'État d'Israël. Donc parce que le tort de l'avocat, c'est que parfois il est un peu bavard, pour répondre à votre question,
Un bouc émissaire, je ne sais pas, mais en tout cas, à chaque fois qu'on voudra faire taire un musulman, soit on le traitera de terroriste, soit de nazi ou de négation.